Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. On avait annoncé Marie-Christine Marguem, elle est en commission. C'est Christos Zoukeiridis qui est avec nous. Rien à voir. Voilà. Bonjour. Mais bonjour. Chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on appelle Communauté française dans le langage courant. Chef de groupe pour Écolo, bien sûr. Est-ce qu'on peut se tromper en politique ? Oui, on peut se tromper et c'est bien de le reconnaître. Il faut écouter les arguments. Et parfois, se laisser convaincre par des bons arguments, c'est une vertu. C'est pas toujours rentable parce qu'on peut reprocher alors à un homme ou une femme politique de changer d'avis. Moi, j'estime personnellement que si on constate que les arguments méritent qu'on change d'avis, eh bien, il faut changer d'avis. Alors, si Charles Michel a changé d'avis sur l'ANVA, il a raison de le dire et les arguments sont recevables ou pas ? Alors, je ne pense pas qu'on parle de la même chose, là. C'est pas que Charles Michel s'est trompé. Il savait très bien dit hier soir. Oui, il savait très bien ce qu'il faisait. Je pense que Charles Michel a trompé les électeurs. Et la vraie question, c'était de dire, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez trompé les électeurs en prétendant une chose de manière extrêmement claire et très virile, d'ailleurs, à l'époque, quand on regarde les images, juste avant les élections, et puis en faisant exactement l'inverse, juste après les élections. Ce n'est pas un argument qui a changé, là. C'est simplement un homme politique, en l'occurrence Charles Michel, qui a trompé ses électeurs au moment des élections pour avoir un peu plus de voix. Ce n'est pas du tout la même chose. Même si le Premier ministre explique qu'il a changé d'avis, ou en tout cas il a été un peu poussé à aller vers la NVA parce qu'il avait été exclu des majorités régionales. Ce n'est pas un argument recevable. Mais on a été exclu de plusieurs majorités. Je parle d'écolo. C'est pas pour ça qu'on était prêt à faire n'importe quoi et à aller au pouvoir avec n'importe qui et dans n'importe quelles conditions. C'est pas du tout un argument valable. Ouais. Aujourd'hui, on propose à Écolo de remonter dans un gouvernement fédéral où il y a la NVA ou dans un gouvernement bruxellois où il y a la NVA. Vous acceptez d'en discuter ou pas ? Certainement pas avec le projet qui est porté, parce que c'est vrai que Charles Michel trouve une entourloupe pour dire et finalement un peu justifier son choix en disant que la NVA a renoncé pendant cette législature à toute revendication communautaire. Mais n'oublions pas ce qui est exactement en train d'être mis en place par ce gouvernement au niveau fédéral. Et on détricote l'État fédéral. Quand on s'attaque à la justice, quand on s'attaque à la SNCB, quand on s'attaque au pouvoir public de manière générale, on est en train de détricoter la Belgique. Et donc, il y a bien ce projet-là qui est en train d'être mis en place, pas avec l'étiquette communautaire, avec une autre étiquette qui est une étiquette très libérale, très de droite, qu'ils assument, très bien pour eux, mais qu'on ne dise pas qu'on n'est pas en train de faire du mal à la Belgique. Pour le moment, c'est le cas. Oui, la NVA, c'est un parti fréquentable, infréquentable ? Non, vous les côtoyez au Parlement bruxellois ? Et on peut discuter. C'est un parti qui est démocratique, qui a des options qui sont vraiment tout à fait de l'autre côté par rapport à mes options d'écologiste, mais avec qui on doit discuter. Ça, c'est aussi la démocratie. Est-ce que c'est toujours un parti qui veut la fin de la Belgique, ou est-ce que c'est plus subtil et nuancé que ça, comme a l'air de penser Charles Michel ? Ils sont beaucoup plus subtils dans leur volonté de détricoter l'État. Et en fait, on a deux éléments en même temps. On a l'élément nationaliste, qui est qu'on essaye de détricoter l'État fédéral. Et puis, il y a l'élément très libéral, très néolibéral, qui veut détricoter les services publics. Et donc, les deux, finalement, vont dans la même direction et obtiennent le même résultat, c'est-à-dire une fragilisation de la Belgique. Alors, si un homme politique peut se tromper, est-ce qu'un ministre peut mentir ? Encore moins. On a déjà une très grande difficulté par rapport à l'image de la femme ou de l'homme politique. Ouais, je parle de Marie-Christine Marguem, bien sûr. J'avais bien compris. Là, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même un tout petit peu réagir. La ministre s'occupe d'un dossier qui est extrêmement important. C'est la question de l'énergie. On sait très très bien qu'il y a énormément d'argent derrière ce défi-là. Parce qu'on sait très bien que tout le secteur énergétique, les toutes grosses sociétés qui sont des multinationales, elles savent dégager, faire un lobbying extrêmement important, Suez, Electrabel, etc. Et donc, on doit être très fort, on doit être très transparent. On doit, au contraire, quand on est une femme politique ou un homme politique qui gère ce type de dossier, en rajouter au niveau de la transparence pour justement pouvoir faire les meilleurs choix possibles dans l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'il faut dessaisir Marie-Christine Marguem du dossier s'il s'avère qu'elle a effectivement un petit peu retenu des documents ou pas dit l'exacte vérité ? Elle retient des documents qui sont normalement à la disposition des parlementaires. Quand on parle l'avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État, c'est vraiment une instance publique qui est là pour aider les autorités publiques à faire correctement leur travail. Quand on est dans un dossier comme celui-là et qu'on cache des informations, il y a un problème extrêmement grave. Ce matin, elle est en commission pour répondre aux parlementaires, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas ici. Donc j'attendrai encore de voir les réponses qu'elle formule au sein de cette commission, mais reconnaissons quand même qu'il y a depuis plusieurs semaines maintenant
mensonge. On écarte la réalité, on prend clairement le parti des grosses entreprises et du fric qu'elles peuvent dégager, au lieu de prendre l'intérêt général en considération. Il y a un problème dans la gestion de ce dossier par Mme Barguel qui est très grave. Elle devrait faire un pas de côté. C'est pas à moi de le dire, je pense qu'il faut attendre le résultat des travaux de la commission cet après-midi, ce matin. Vous êtes chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'encadrement pédagogique alternatif, c'est la bonne solution pour les élèves qui demandent la dispense des cours de morale ou de religion ? On est dans un dossier qui est difficile à comprendre, à mon avis, pour nos téléspectateurs. On parle de ces cours philosophiques, donc c'est le non-cours de rien. Donc c'est ce qui a été mis en place par Joël Milquet pour accueillir les élèves qui demanderont la dispense. Il y a effectivement un dispositif qui est mis en place par la ministre après une décision juridique qui a été prise et qui dit que les parents ne sont pas obligés de choisir entre un cours de religion ou un cours de morale. Ils peuvent aussi ne rien prendre finalement. Donc, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne choisissent ni un cours de religion, ni un cours de morale. Donc, la réponse de Joël ministre vient avec une réponse d'abord pour la rentrée qui vient en 2015. Donc, c'est temps de temps. Où elle essaye de remplir un cours un peu à la va-vite. C'est vrai que le temps n'était pas évident. Mais ce qui est fondamental derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que évoluent tous ces cours de religion et de morale vers un cours de citoyenneté, d'histoire des religions, d'histoire des philosophies, pour que tous nos enfants, ensemble, ne soient pas simplement là à apprendre une religion ou une philosophie, mais au contraire apprennent à réfléchir par rapport à ces religions qui sont là, qui sont présentes, à ces philosophies. Pour moi, c'est l'enjeu fondamental, c'est l'encadrement alternatif pour la saison prochaine. Vous n'êtes pas trop inquiet. Par contre, ce qui vous préoccupe, c'est ce qui va se passer dans 2 ans. C'est le consensus qu'on va pouvoir trouver. Consensus, pour une thématique. Ça veut dire qu'il faut que majorité opposition y travaille ensemble. Bien sûr, parce que c'est une thématique qui est dans le débat depuis au moins 15 ans. On en parle de manière très régulière. Chaque fois qu'il y a un drame, et on en a eu encore à Verviers ou à Paris, on se rend compte qu'il est essentiel qu'on ait pour nos enfants des cours qui permettent de contextualiser. On est là tous avec nos religions, nos philosophies, on a l'impression qu'on a raison, chacun de son côté, et on n'a pas suffisamment d'espace à l'école pour pouvoir justement baliser ça, confronter, cultiver aussi un peu le doute. C'est essentiel de pouvoir vivre ensemble. Et il y a des expériences très riches qui existent. Je regardais dans les médias aujourd'hui, à Arlon, par exemple, une image qui va exactement à l'opposé de ce qu'on entend généralement. La communauté musulmane d'Arlon qui s'est cotisée pour pouvoir aider au financement d'une synagogue. Parce que, justement, en cultivant le dialogue interconvictionnel ou le dialogue entre tous les courants philosophiques et religieux, il est possible aussi de mettre en avant plutôt ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cas aujourd'hui dans nos écoles. Et si on veut arrêter de s'opposer les uns les autres et défendre une chapelle plutôt qu'une autre, c'est pas le rôle de l'école. L'école doit mettre ensemble tous nos enfants, dans tous les réseaux, donc, avec une base commune pour pouvoir justement réfléchir. 2 questions, Christos, pour ce cours donc, qui arrivera dans 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que ce sont les professeurs de religion ou de morale qui pourront le donner, ou est-ce qu'il faudra les former ou recruter d'autres professeurs? Première question. Et deuxième question, c'est bien beau d'avoir ce cours qui va être dans les écoles officielles. Est-ce qu'on peut laisser les écoles libres de côté? Il faut un consensus pour justement faire en sorte que dans toutes les écoles, libres et officielles... Donc pour tout le monde? Pour tout le monde, à la fois au primaire et au secondaire, il y ait des cours qui permettent de contextualiser. Même pour ceux qui ne prendront pas de dispense. Même pour ceux qui demanderont qu'il n'y ait pas de dispense. Deuxièmement, il est essentiel qu'on crée un consensus politique par rapport à ça. Aujourd'hui, j'entends des membres de la majorité qui tirent dans tous les sens. Chacun tire pour sa chapelle. C'est exactement l'inverse de ce qu'on défend finalement. On défend un cours où on peut justement se retrouver tous ensemble. C'est le Parlement qui doit prendre la main? Je demande à la ministre de rassembler, de réunir tous les groupes politiques pour créer une position de consensus la plus large possible, pour qu'on arrête de tirer les uns contre les autres et finalement d'affoler et d'attiser la guerre scolaire ou le pacte scolaire tel qu'il existait auparavant, pour créer un consensus large pour de nombreuses années devant nous. Il est temps de refaire un nouveau pacte sur ces questions-là. Et je crois que la responsabilité revient à tous les partis pour que justement ça ne se détricote pas dans quelques années. Alors quand même un mot sur ce qui va se passer la saison prochaine en septembre avec cet encadrement pédagogique alternatif. Donc c'est 2 heures, apprentissage et démocratie, connaissance de soi, philosophie, etc. Par le biais de films, de lectures, de travaux. C'est un peu activité, pas tellement court. C'est satisfaisant, on aurait pu mieux faire. Elle a travaillé dans l'urgence, on aurait pu
pu sans doute mieux faire si on avait abordé cette question du cours de citoyenneté beaucoup plus en amont et qu'on avait pris ses responsabilités. Encore une fois, moi je ne me focalise pas spécialement sur ce cours pour l'année prochaine qui durera une année. Ce qui est essentiel, c'est que très rapidement, les profs de religion et de morale sachent à quoi est-ce qu'ils vont travailler dans les années qui viennent. Et il faudra évidemment travailler aussi avec eux et les former à pouvoir faire le et à travailler sur ce futur cours s'ils le souhaitent. Ouais. Alors il nous reste moins de 3 minutes. Une question Twitter, Raphaël Lederer. Êtes-vous favorable au métro pour soulager XL et Scarbeck tel que le défend Helsham? Alors je suis favorable. Qu'on parle peut-être d'un métro 71 à la place du tram 71, du bus 71. C'est souvent des personnes qui se font des illusions sur le métro et qui ont l'impression que ça peut tout régler. Je rappelle simplement que pour le moment, on a décidé d'avancer sur le métro vers Scarbeck, c'est-à-dire on va vraiment améliorer la desserte de ce côté-là. Le coût atteint des montants qui sont faramineux. Alors très bien, c'est sans doute aussi les mêmes qui disent qu'il faut diminuer les dépenses publiques et les impôts et qui nous demandent après ça de trouver et de réinvestir dans de nouvelles lignes. Que le métro XL, je dis simplement que ce n'est pas la seule solution. solution. Ouais. Par contre, investir dans des lignes très rapides de tram complémentairement au métro est vraiment extrêmement important. Et là, on a un dossier qui est bloqué pour des raisons politiciennes, pour des raisons de manque de courage, telles que par exemple la ligne du 71, qui pourrait être tramifiée, qui pourrait être beaucoup plus rapide. Et on essaie de réinventer d'autres mesures qui ont un coût qui est beaucoup plus important et des inconvénients aussi pour tous les commerces et tous les habitants qui se retrouveront au-dessus de cette ligne de métro, qui pourrait être aussi problématique. Chaque chose en son temps, on n'est pas contre le métro, mais il faut vraiment avoir une analyse bien complète de son efficacité et de son coût. Une minute, très rapidement. Est-ce que les écologistes sont derrière les opposants à la prison de Aaron? On comprend les opposants, c'est-à-dire que c'est un enjeu très important. Une construction sur un terrain naturel, en fait. C'est la nature qui se trouve à cet endroit-là. Et à Bruxelles, on en a besoin aussi. Mais on a aussi besoin de prison. On sait que Forêt et Saint-Gilles sont dans un état pitoyable. On a besoin d'avoir une bonne politique pénitentiaire. Il y a des pays qui ont investi beaucoup pour réduire le nombre de personnes qui sont incarcérées et en même temps améliorer le risque de récidive qui est une nouvelle prison, c'était pas obligatoire. Il faut d'abord travailler dans l'ordre. Améliorons la politique pénitentiaire au niveau fédéral. Faisons en sorte qu'il y ait moins de détenus. Pas pour des raisons simplement de place, mais pour des raisons d'efficacité par rapport à la récidive. On se rend bien compte aujourd'hui que la politique pénitentiaire, elle fait en sorte que les gens qui sont en prison, ils ressortent généralement dans de moins bonnes conditions que quand ils sont rentrés. Ouais. Donc tant qu'on n'a pas réglé ce problème de base, comment est-ce que des citoyens qui sont dans leur quartier et qui sont habitués à avoir un espace vert à côté d'eux, on peut leur expliquer qu'on va leur mettre 1200 cellules ou juste à côté d'eux. Il n'y a pas de cohérence. Donc vous soutenez ceux qui sont installés dans les arbres qui bloquent le chantier? Je pense qu'il y a d'autres méthodes pour pouvoir justement faire valoir son point de vue. Il y a des commissions de concertation qui ont lieu. Il y a beaucoup d'endroits où la démocratie doit s'exprimer. Il faut le faire de manière correcte. Mais je peux comprendre, moi, la crainte qui est exprimée par les citoyens et leur demande, encore une fois, d'avoir un maximum de transparence sur les raisons qui peuvent motiver ce choix-là et d'étudier des alternatives. Merci Christos Doulkeridis d'avoir été dans l'interview. Demain, c'est Marion Lemaire qui sera là avec Jean-Christophe Peuzès et moi je vous retrouve samedi pour les experts.